Plusieurs questions se posent aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous l'avez constaté, avec les ordonnances du président de la République, ces ordonnances qui posent problème pour certains et pour d'autres qui ne posent pas de problème, mais également la désignation de Ronsard Malonda comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Toutes ces questions d'actualité ne peuvent pas passer comme ceci sans que des politiques et d'autres personnes puissent s'y intéresser. Alors aujourd'hui, pour pouvoir tenter de trouver des éléments de réponse, nous sommes efforcés, dans le cadre de notre enquête sur Global Télévision, de rencontrer certaines personnalités. Pour l'instant, nous avons rencontré Maman Zouzi Mbombo, qui n'est pas une personne qu'on présente dans ce pays, et vu sa richesse en termes de politique. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec elle que nous allons nous entretenir sur ces deux questions d'actualité, et pour lesquelles je vous souhaite la bienvenue. Maman Zouzi Mbombo, bonjour. Bonjour Innocent. Et surtout, merci de nous donner cette possibilité de pouvoir échanger avec vous sur ces deux questions d'actualité que nous avons annoncées tout à l'heure. Comme vous le savez, l'actualité dans notre pays reste dominée principalement par les récentes nominations du président de la République à travers des ordonnances qui font polémique aujourd'hui. Et nous voulons aborder cette question du reste éminemment juridique, mais plus dans l'angle politique, d'autant plus que les conséquences sont plus ressenties en politique. Alors, une des premières questions, à l'annonce de ces ordonnances qui nomment les nouveaux magistrats dans la magistrature, mais également au niveau de l'armée, comment vous, personnellement, vous avez accueilli cette nouvelle mise en place? Bon, moi je pense que le problème est plutôt politique que juridique. Hein. Le président de la République, il est le premier citoyen de la RDC, il est le magistrat suprême, et à ce titre, il a à sa disposition plusieurs informations que le commun des mortels ne peut pas détenir. Et je crois que s'il a voulu faire ces nominations, ça doit nécessairement être en connaissance des causes. Et moi, je crois qu'on ne doit pas en faire un problème, c'est déjà fait. Bien sûr, la classe politique, comme toujours, il y en a qui ont contesté, il y en a qui ont protesté, il y en a qui vont même jusqu'à dire que le président devrait retirer ces ordonnances-là. Et je crois qu'il n'y a aucun chef d'État dans ce monde qui peut faire ça. D'autant plus que les personnalités qui ont été nommées ont déjà fait la remise et reprise avec les anciens. Donc, la sagesse recommande à ce que nous puissions tourner la page, que nous puissions faire un effort de dépassement pour éviter d'envenimer, pour ne pas compromettre la cohésion sociale avec les commentaires qui ne résolvent pas les problèmes. Et quant au monsieur de la CNI, je crois que là aussi, on semble constater qu'il y aurait un bras de fer entre l'Assemblée nationale qui veut maintenir l'acceptation du candidat et le président qui ne veut pas l'investir. Moi, je crois que... Maman, s'il vous plaît, on va peut-être... il y a une toute petite question de précision sur votre première intervention, parce que vous avez dit que la question des ordonnances est éminemment politique. Oui. Alors, puisque nous sommes d'avis que cette question est politique, qu'aujourd'hui, le Premier ministre qui conteste est quand même issu d'une coalition, et ce qui pousse les gens à penser que aujourd'hui le mode de gouvernance, donc la coalition que nous avons, a présenté ses limites et qu'il faut carrément basculer dans la cohabitation. D'expérience politique, pensez-vous que cet état de choses ne pourrait pas avoir des conséquences fâcheuses? Bon, je crois que le Premier ministre, je connais le Premier ministre Ilonga, c'est une grande personnalité qui est souvent modérée. Sa famille politique doit éviter de l'induire en erreur. C'est vrai que tout s'est passé pendant qu'il était en déplacement, mais il sait quand même, il est Premier ministre, c'est lui qui a posé cet acte de chef de l'État. Et par conséquent, la sagesse recommande à ce qu'il se fasse violence, qu'il accepte ce qui a été fait, et si pour lui, c'est vraiment impossible de l'accepter, il doit déposer le tablier. Ce qu'on ne peut pas demander au chef de l'État,
d'annuler ces ordonnances. Aucun chef de l'État ne peut l'accepter. Il ne doit pas écouter tout ce que les gens de sa famille politique sont en train de dire. Il cherche plus à l'induire en erreur parce qu'un Premier ministre, ça ne court pas les rues. Il est déjà Premier ministre, c'est un homme bien. Et je crois que ce qui a plus mis la chose à mal, c'est le fait d'avoir fait des déclarations sans avoir rencontré le chef de l'État. Je crois que on n'a pas besoin de le répéter que le chef de l'État est le magistrat suprême. C'est le premier citoyen de notre pays. Lorsqu'il est concerné dans un dossier, il faut avoir le courage de se faire violence, de ne pas faire les déclarations, de chercher à le rencontrer. Alors, est-ce que maman, vous voulez dire qu'il confond la fonction de Premier ministre, qui est une fonction officielle, c'est-à-dire le Premier ministre de tout le monde, pour le pays, il est au service du pays, et non pas appartenir en tant que tel à une famille politique, et donc cette famille politique est très privée qui ne peut pas intervenir. Il est Premier ministre de la RDC. Il est Premier ministre pour les 90 millions de Congolaises et de Congolais. Par conséquent, si le chef de l'État est concerné dans un problème, il doit plus s'approcher du point de vue du chef de l'État au lieu de regarder ce que les souffleurs de sa famille politique. En le faisant, c'est une erreur. Est-ce que vous pensez que son acte d'avoir adressé pratiquement sa contestation à travers un communiqué de presse est une forme de rébellion, comme d'aucuns le pensent? Il ne faut pas utiliser trop de gros mots, rébellion. Non, pas de rébellion, c'est un manque de courtoisie. Pour le Premier ministre, je dirais que c'est un manque de courtoisie. Je crois que s'il avait demandé une audience pour voir le président et lui faire part de son point de vue, le président ne l'a pas refusé. Mais commencer par faire des communiqués, se mettre le chef de l'État devant le fait accompli avec tout ce qu'il y a eu comme agitation, il faut aussi comprendre la réaction du président de la République. Et vous pensez que le malaise au sein du gouvernement peut être constaté et que cela pourrait-il pas avoir des conséquences du genre démission, par exemple, pour le Premier ministre? Moi, je ne peux pas le pousser à démissionner. C'est à lui à choisir. Là où il y a les problèmes, là où il y a les gens, les problèmes ne manquent pas. C'est lui qui doit se dire s'il se sent en mauvaise position, s'il estime que ce qu'il avait fait, ce qui a été fait, il ne peut pas se maîtriser, avoir un dépassement, il veut absolument démissionner. Ça, c'est de sa responsabilité. Moi, je ne peux pas lui recommander ça. Vous avez parlé aussi de sa famille politique. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, comme on le constate là, au niveau de la coalition, parce qu'il faut dire quand même que ce gouvernement est issu d'une coalition, et que aujourd'hui, cette coalition présente des limites, est-ce qu'il faut basculer dans la cohabitation? Je ne veux pas qu'on puisse perturber, qu'on puisse, comment dirais-je, aller vite en besogne. Nous sommes dans une coalition, il faut laisser la coalition continuer. Mais si l'autre partie estime qu'ils ne veulent plus rester dans la coalition, c'est à eux à se déterminer. Moi, je ne vois pas, ou si c'est le Premier ministre lui-même, je pense que ce n'est pas bien qu'il cherche à endosser une si grande responsabilité de faire échouer la coalition qui est en marche. Bon, s'il veut démissionner, ça sera de sa responsabilité. Et à ce moment-là, il va rester en réserve de la République et sa famille politique pourrait le désigner un jour à une autre fonction. Ça, c'est la sagesse qui doit lui recommander cela. La coalition devait continuer, mais s'il le refuse, bon, là, à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord, donc il faut faire la différence entre ce qui est institutionnel et ce qui est privé. Bien et donc sûr. La coalition devait se poursuivre et peut-être, s'il faut trouver quelqu'un d'autre, ce serait possible, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr, ça c'est sa famille politique qui doit assumer. Alors,
Maman Josué Mumbo, il y a une autre actualité. Vous commencez déjà à en parler en ce qui concerne la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Nous sommes au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Et on a constaté depuis cette désignation de Ronsard Malonda, qui est issu des confessions religieuses, une forte polémique, des marches qu'on a constatées dans la ville et même à travers tout le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à partir. Est-ce que vous pensez que les princes de l'Église n'ont-ils pas bien réussi, n'ont pas rempli leur mission, leur confiée par le commun des Congolais? Moi, je crois que lorsqu'on gère les affaires de l'État, on doit toujours se dépasser. Et il y a un adage qui dit la politique est faite de concessions. La politique est faite de compromis, la politique est faite d'échanges. C'est dans les échanges qu'on aurait pu trouver la solution. Le président de la République a été mis devant un fait accompli par la population. Il y a eu des marches et où la population a participé en grand nombre à ces marches. Comment voulez-vous que le président de la République reste insensible devant cette réalité? Il ne peut pas. Le président est élu au suffrage universel. Et à partir du moment où la population qui fait partie de ce suffrage lui dise de ne pas faire ça, il ne peut pas dire non. Parce que les députés ont dit non. Les députés aussi, la sagesse recommande qu'ils suivent ce que la population dit parce qu'ils sont élus par la population. Si la population estime que les messieurs-là ne conviennent pas, pourquoi ils vont chercher à faire bras de fer? Parce que si les bras de fer continuent, on va voir ce qui va se passer en septembre. Si on ne comprend pas, ils ne doivent pas oublier que le premier citoyen qui est le chef de l'État, il a les prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, bon, là, on va arriver finalement. Et alors, est-ce que maman, pensez-vous parce que... Il faut toujours tenir compte de ça. D'accord. Lorsque vous êtes... lorsqu'en politique, vous avez un problème qui surgit, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il l'a fait. La sagesse nous recommande, peut-être que ça devait prendre une autre forme, mais c'est déjà fait. Il est le chef de l'État qu'on accepte. Mais si on ne veut pas, on veut continuer à s'entêter. On veut continuer à secouer les baobabs. Qu'est-ce qui va lui rester comme solution? Il doit se défendre. Lui, il a l'obligation de résultat, le chef de l'État. Il ne fait pas ce qu'il veut, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut non plus. Il a les résultats il a l'obligation de résultats, la population le regarde. Mais s'il voit qu'il y a des gens qui veulent faire les choses pour déstabiliser la paix et la cohésion sociale, il va s'assumer. D'accord. Alors, mais l'Assemblée nationale dit que ce n'est pas elle qui a choisi Ronsard Malonda. L'Assemblée nationale n'a fait que la procédure légale, donc une fois que les confessions religieuses le présentent un candidat, et elle ne fait qu'entériner le candidat. Mais est-ce que le problème ne se situe-t-il pas au niveau des princes de l'Église que l'on accuse d'avoir échoué? Les princes de l'Église aussi, ils ont une voix qui porte. Ils doivent savoir que parmi les gens qui ont marché, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a les gens des églises de réveil. Donc ils ne peuvent pas ignorer cela. Vouloir ignorer cela, c'est remettre en cause leur base. Ceux qui ont marché font partie de leur base. En tout cas, c'est ça mon entendement. Dire que nous maintenons notre position, ils entrent en contradiction et en conflit avec leur base. Parce qu'au niveau des confessions religieuses, justement, ils sont en tiraillement. Parce qu'il y a, sous les six confessions qui étaient choisies pour justement opérer ce travail, arriver jusqu'à désigner le président, il y a deux confessions religieuses qui posent problème, c'est notamment l'Église catholique, donc la Senko, et puis l'Église du Christ au Congo, alors que les quatre autres, notamment Kimanguistes, l'Armée du Salut, et puis l'Islam, et même les églises de réveil,
ont opté pour Onsar Malonda et on s'en accuse plutôt d'avoir eu des acquaintances avec des partis politiques. C'est ça que je te dis, que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, ce sont les grandes églises qui doivent se dire que parmi les gens qui ont marché, il y a les catholiques, il y a les protestants. Ils ne peuvent pas se mettre en défaillance avec leur base. Refuser ce que la population a demandé, c'est être en contradiction avec leur base. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ils doivent aussi accepter, ils doivent favoriser la paix sociale, ils doivent faire tout pour éviter que la cohésion nationale soit mise à mal. Alors aujourd'hui, parmi les voies pour pouvoir sortir, parce que finalement on constate que ça devient un problème, une crise qui s'installe petit à petit et qui commence à mettre tout le monde mal à l'aise, et des voix se lèvent pour trouver des voies et moyens de manière à trouver des solutions, et parmi lesquelles il y a une démarche qu'on a vue il y a très peu de temps, une démarche tendant à ouvrir un cadre institutionnel de concertation, que d'aucuns qualifient de dialogue et d'autres parlent d'un cadre tout simplement. Est-ce que vous pensez que ce serait une possibilité? Vous savez, on a eu tellement de dialogues dans ces pays qui n'ont pas résolu le problème. Quand on va chercher à faire un dialogue, ils vont chercher à ce qu'on leur paye des per diem. Et la situation économique avec le Covid-19 ne permet pas au gouvernement de faire ce genre de choses. Vous avez vu qu'on parle parfois dans certaines provinces des députés provinciaux qui ne sont pas payés. Donc tout ça, les hommes politiques doivent regarder la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le pays est fragilisé à cause du Covid-19. On ne peut pas faire les propositions qui risquent de mettre à mal les institutions. Moi, je crois que comme il y en a eu qui ont fait les démarches, à moins qu'on dise par exemple qu'il y ait une concertation, un cadre restreint, les partis politiques, les députés, les sénateurs et la société civile et les personnalités politiques pour parler de cette personne, mais nous savons comment ça se passe. C'est pour cela que moi je ne suis pas très chaud. Ils ne vont pas s'arrêter au problème qui est posé, ils vont chercher à grignoter d'autres histoires, là ça ne va pas. Alors maman, vous parlez de votre expérience parce que vous avez pu part active, on doit le rappeler, en 2002 lors du dialogue intercongolais en Afrique du Sud. L'esprit qui était notamment évoqué et sur lequel on s'est appuyé pour arriver à mettre sur pied une commission électorale nationale indépendante, c'était qu'à l'époque, il y avait des différentes fractions rebelles notamment, et au nom d'une certaine méfiance, et une manière peut-être de mettre tout le monde d'accord, c'est pour cela qu'on a parlé de la commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est toujours d'actualité? Parce qu'il y a un camp qui pense aussi, pourquoi ne pas remettre carrément cette tâche d'organiser les élections au niveau du ministère de l'Intérieur, comme ça se passe ailleurs? Bon, on a voulu mettre en place une commission indépendante pour éviter des suspicions. Parce qu'il y en a qui croyaient que le ministre de l'Intérieur étant un politique, à travers les élections, il risque de favoriser son camp. Et c'est ça qui a poussé les Congolais au dialogue de choisir de mettre en place une commission électorale indépendante. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a eu cette difficulté que nous devons remettre tout en cause. Moi, je suis pour le maintien de la commission électorale indépendante, mais j'invite les uns et les autres au dépassement. Les problèmes de l'État, on ne les fait pas avec tension, on ne les fait pas avec passion. C'est un problème qui concerne tout le monde. Le Congo est un patrimoine commun qui appartient même aux Congolais qui ne font pas la politique. Donc, les politiciens ne doivent pas considérer que chaque fois qu'il y a un problème, le faire avec passion, comme si ils étaient les seuls à avoir un droit sur le Congo. Et moi, je voudrais que les princes de l'Église fassent marche en arrière, se fassent violence, acceptent les points de vue de leur base qui n'apprécient pas Malonda et qu'ils puissent désigner
quelqu'un d'autre qui peut faire l'unanimité. Alors, parce que vous parlez d'une question qui est éminemment politique, mais comme certains le disent, les questions politiques doivent être encadrées par le droit. Parce que la question de la CENI n'est pas que la simple désignation, mais il y a également la loi électorale elle-même. Pour certains, ils pensent que cette loi mérite d'être révisée pour qu'on puisse peut-être lui donner un peu plus de vitalité, un peu plus d'efficacité, vu les constats parfois malheureux qu'on a pu faire lors des scrutins passés. Bon, dans la loi, il y a des choses à changer, effectivement, parce que moi, je voudrais qu'on puisse rentrer au système de 2 tours, l'élection à 2 tours. Donc, en pensant cela, on va donner plus de chances à la démocratie de s'exprimer librement. Et bien sûr, il y a des choses qu'on doit changer, mais le danger, c'est que quand les politiciens, vous leur donnez la main, ils vont vouloir prendre le bras. C'est ça le problème. Mais ce sont quand même des personnes responsables. Je crois qu'en le faisant dans ce cadre-là, se maintenir à l'essentiel, ce sera une bonne chose. Oui, à côté du 2 tours qu'il faut ramener, mais il y a aussi le fait qu'il faut, pour certains, bien sûr, il faut revenir un peu sur ce qui a été fait, notamment faire l'audit des scrutins passés, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pour quelles raisons, il y a des recommandations, donc il y a un rapport au niveau de l'Assemblée nationale qui a été déposé, mais ce rapport, apparemment, l'Assemblée nationale ne voudrait pas y revenir. Bon, l'Assemblée nationale, elle a l'obligation de revenir parce que c'est son rôle de contrôler ce que fait les choses, les différents exécutifs. Ne pas accepter de revenir. Bon, on ne va pas chercher à revenir pour dire qu'il y avait eu autant de voix, c'est là aussi le danger. Comme je vous ai dit, les politiciens, quand vous leur donnez la main, ils vont chercher à prendre le bras. Moi, je ne suis pas pour qu'on puisse fouiner dans tous les passés. Ce n'est pas bien, ça risque de compromettre la cohésion nationale. Qu'on avance, mais qu'on fasse les changements pour revenir au 2e tour des élections. Il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées dans notre constitution qui nécessitent vraiment une remise en cause. Et il y a par exemple les problèmes des gouverneurs de non-originaires. Moi, je suis pour qu'on puisse revenir au système des gouverneurs nommés. Pourquoi? Parce que là, on donne la possibilité au ministre de l'Intérieur de choisir les personnalités qui ont une certaine expertise, qui ont un passé, qui connaissent le métier. Parce qu'avec les élections, évidemment, là, c'est l'argent qui parle. Et rien ne dit qu'il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui sont intelligents. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut, tous ceux qui doivent présenter leur candidature, qui peuvent être élus et qui peuvent mieux gérer les provinces, il y en a qui n'ont pas les moyens de battre campagne. Alors, comme ça, on prive à l'État congolais les moyens d'avoir des compatriotes qui peuvent bien gérer le pays à cause justement de cette loi. Les gouverneurs élus et les gouverneurs non originaires. Nous avons un grand pays. L'unité nationale est une chose réelle. Pourquoi ne pas revenir à ce système-là? Moi, j'ai été gouverneur, je suis du Kassai, j'ai été gouverneur au Bas-Congo. C'est un peuple très pacifique, un peuple merveilleux qui m'avait adopté. J'ai de très bons souvenirs. Vous avez le gouverneur Kondeville Kikanda qui avait été élu à Goma alors qu'il est du Bas-Congo. Donc, il y a les choses dans l'État qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas ignorer. Et nous pouvons faire marche en arrière et rentrer à ces acquis-là pour consolider l'unité nationale. Alors, Maman Zoutsambombo, nous allons terminer cet entretien, mais j'aimerais, parce que les Congolais vous suivent maintenant, et quand c'est Maman Zouzou qui parle, et que c'est une femme d'expérience, sans doute l'attention est tout à fait différente, elle est accrue. Et en regardant la caméra, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire au regard de l'actualité que nous venons de passer en revue, et évidemment des perspectives d'avenir par rapport à notre pays? J'ai envie de leur dire que nous avons un pays béni de Dieu, avec 4 saisons, des rivières partout. Regardez dans d'autres pays africains. J'ai été dans un des pays africains où j'ai trouvé les gens en train de faire
de jeûner pour que Dieu accepte d'envoyer la pluie. Le sol est dur comme le bois ici. Or que nous, regardez seulement dans la ville de Kinshasa, nous avons la rivière Gombe, la rivière Kalamo, la rivière Nsele, la rivière Ndjili. Nous sommes entourés par l'eau. Nous sommes entourés par le fleuve. C'est une bénédiction. Je crois que ce qui reste, c'est que nous puissions être unis. Ce qui reste, c'est que, par exemple, à l'est du pays, où on déteste encore qu'il y a beaucoup de Congolais qui perdent leur vie à cause des mouvements rebelles qui naissent et qui déstabilisent l'est du Congo, nous ne pouvons pas permettre ça. Il y a des gens qui ont même eu la folie de croire qu'ils peuvent faire la balkanisation à l'est du pays. Il n'en sera jamais question. Le Congo est un et indivisible. Nous n'accepterons jamais que notre pays soit balkanisé. Nous n'accepterons jamais qu'on puisse créer d'autres États de la République de Kivu, de quoi là qu'on raconte. Il faut éviter ce schéma-là. Ceux qui ont ce genre d'idées sont contre la République, contre la nation, et je pense que le gouvernement, notre justice devrait s'en occuper. Nous devons rester unis comme nous avons toujours été. L'unité nationale est un acquis qu'on ne peut jamais remettre en cause. Nous devons continuer comme ça. Et c'est pour cela que nous avons 9 voisins qui nous félicitent à cause de ça. Une autre chose également, c'est que je voudrais féliciter le président de la République parce que grâce à sa diplomatie agissante, j'ai vu dans la presse que les militaires, il y a des militaires étrangers, des voisins qui étaient entrés chez nous, qui ont accepté de quitter notre territoire. C'est très bien. Il faut que les voisins sachent qu'un voisin, c'est un frère, c'est une sœur. On ne peut pas vouloir se déstabiliser mutuellement. Aucun Congolais n'acceptera qu'une partie de notre territoire soit cédée à un voisin. Donc, autant renforcer l'unité nationale, renforcer la cohabitation, renforcer le bon voisinage, au lieu de chercher à se déstabiliser par ce genre d'intrusion-là, ça ne peut pas marcher. Je leur souhaite bonne chance dans leur famille, que Dieu les bénisse et les préserve. Maman Jojo Mbogo, merci de nous avoir accordé ce petit temps pour pouvoir nous entretenir avec vous. Et nous pensons que ça ne sera pas pour la dernière fois. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci, non, ça c'est moi qui te remercie, c'est fait un plaisir partagé. C'est donc reparti avec des questions d'actualité sur Global Télévision, donc un autre grand retour. Merci d'avoir été avec nous pour ces peu de temps que nous avons passé ensemble avec notre invité très exceptionnel et qui nous a donné beaucoup de matière encore une fois de plus et qui a contribué sans doute à l'édification de notre pays à travers ses conseils, mais également ses points de vue sur ces questions d'actualité. Merci, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.